commencer. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes très heureux d'accueillir aujourd'hui avec nous Mathieu Amalric. Nous sommes élèves en spécialité cinéma. Et pour tout dire, la plupart d'entre nous, nous avons déjà regardé vos films l'année dernière avec les films d'Arnaud Desplechin, notamment Le Conte de Noël et Les Trois Souvenirs de ma jeunesse, qui a été très apprécié parmi nous. Mais votre filmographie va bien au-delà. En tant qu'acteur, elle est très impressionnante. Vous avez tourné dans de nombreux films avec des cinéastes français et étrangers. Vous avez commencé dans les années 1980 et c'est justement avec Arnaud Desplechin que votre carrière a connu un tournant. Et votre silhouette et votre voix vous ont permis de jouer des personnages très différents et les rendre authentiques à l'écran. Depuis l'intellectuel dépressif jusqu'au criminel maléfique, jusqu'à l'amant malheureux et passif dans la chambre bleue. C'est justement autour de ce film que nous avons organisé cette rencontre, car vous êtes aussi peut-être et surtout un réalisateur. Vous avez réalisé votre premier long métrage en 1996, et depuis vous avez fait, nous espérons ne pas faire d'erreur, 7 fictions, 2 adaptations théâtrales, et l'an dernier un documentaire sur un musicien, c'est ça ? Ouais. La Chambre Bleue, ouais. Il est sorti en novembre, mais en fait c'est des films sur 14 ans. Ouais. Donc il y en a eu 3, parce qu'ils sont montrés que lors des concerts normalement. Ah ouais ? Voilà. Et puis un distributeur a eu envie de le sortir au cinéma, mais en fait j'ai commencé en 2010 à filmer John Zorn. Ok. Et ils sont montrés, voilà, on a juste mis To Be Continued, à suivre, parce qu'on n'avait pas envie de finir. Ouais. Et je continue à le filmer. C'est vrai ? Ouais. Encore aujourd'hui ? Bah ouais, là je le retrouve le 26 avril, voilà, on continue. Ok. Pour un Zorn 4. Et ben, on vous souhaite une bonne continuation pour votre projet documentaire. La Chambre Bleue est une adaptation du roman de George Simenon assez courte. Simenon, pardon. Il est belge. Désolé. Ouais. Désolé à George Simenon. 1h15, où vous interprétez le personnage de Julien, cet homme d'une quarantaine d'années qui a trompé sa femme et est accusé, on le découvre au milieu du film, avec son amante Esther, du meurtre de leurs 2 conjoints, Nicolas et Delphine. En partant de ce film, nous voudrions donc discuter avec vous de votre rapport au cinéma, à la fois comme réalisateur et à la fois en tant qu'acteur. Je laisse la parole donc à Jasmine, Noé et Issam ici présents. Merci. Merci à vous. Et là, tu as résumé le film. C'est pas impossible. Mais tout le truc du film, c'est que tu sais pas. Ouais. C'est un des rares romans de Simenon qui a été raconté à l'envers. C'est-à-dire, tu sais pas pourquoi il a arrêté, tu sais pas qui est mort. C'est une question là, qu'on s'est tu es posée en parti cours. de la fin. C'est-à-dire, une fois qu'on sait tout. On s'est posé la Et question. tout le en truc, c'est... mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Ouais. cours. Qui est coupable? Voilà. C'est ça. Qui est mort? Ah putain, c'est pas vrai, sa femme est morte aussi. Enfin, tu vois, tu découvres peu à peu. Ouais. Je vous laisse avec les questions. Ouais. Non, pas de soucis, je vous en prie. C'est parti, on va commencer ici. Donc on va partir sur, pour formuler les questions, on s'est dit qu'on allait faire 5 grandes étapes, les étapes de processus de création d'un film. Et donc on va partir par la naissance d'un projet. Donc vous en tant que réalisateur, on aimerait savoir pourquoi vous avez voulu adapter une œuvre qui a déjà été adaptée plusieurs fois. Et surtout, comment la différencier des autres. Oh là là. On se connaît pas. Alors je peux toujours... Bon allez, on s'en fout. On va arrêter le blabla. Je peux toujours vous dire, parce que j'aime Simenon, non. Pour faire un film, il faut vraiment avoir une espèce de nécessité un peu folle, malade. C'est tellement difficile de trouver de l'argent, ça prend tellement de temps pour faire un film qu'il faut une foi. Pourquoi j'ai fait ce film-là? Alors, ce livre-là, je le connaissais depuis longtemps. C'est un texte très, très troublant de Simenon, qui date des années 60, qui est très cru. Comme souvent, les romans de Simenon, ils ramènent vraiment aux vraies choses qui nous animent tous. Enfin, l'attraction, la sexualité, la trahison, enfin des choses extrêmement simples, la jalousie, voilà, des pulsions primaires qu'on partage tous. Et c'est ça souvent qui est beau dans les romans de Simenon, c'est qu'il cherche ce qu'il y a de commun à l'être humain. Voilà. Et ce livre, je l'avais au moment du film tourné. Je pensais m'en servir à un moment donné. C'est un roman qui me hantait. Je travaillais à ce moment-là, j'étais noyé dans Le Rouge et le Noir, le roman de Stendhal,
Ça faisait peut-être 3 ans que je recopiais la nuit, le roman à la main. Puis après, j'étais pas dans une période très heureuse de ma vie. Et puis ensuite, j'ai commencé à le taper à l'ordinateur. Et puis j'ai commencé à me parler à moi-même, si c'était un film. Donc je me disais, tiens, ça, cette scène, en fait, elle parle de ça. Ou, voilà. Et donc c'est devenu une espèce de document de travail. Mais j'étais vraiment noyé là-dedans. Et je tournais pas, du coup. Voilà, j'étais dans cet état d'étude. J'ai pas fait d'études. Et j'ai aimé ça. D'étudier quelque chose, faire des recherches historiques. Et puis, je croise dans la rue un producteur pour qui j'ai beaucoup travaillé, qui est mon oncle en cinéma, on va dire, avec qui j'ai commencé à travailler à l'âge de 17 ans sur des... Comme j'étais cantinier, assistant monteur, régisseur, assistant accessoiriste, un peu tous les métiers. C'est un producteur portugais qui s'appelle Paulo Branco, qui a permis à tellement de films d'exister qui sans lui n'aurait jamais existé. Ça peut aller, vous regarderez, mais vraiment du cinéma... j'aime pas le mot cinéma d'auteur, ça m'énerve, ça veut rien dire. Disons, parce que c'est la base, quoi. Juste, t'es habité par un truc, c'est tout. Si t'es habité par l'argent, c'est pas un problème. Tu peux, et puis, ça veut rien dire. Il y a des énormes films faits avec énormément d'argent qui sont faits avec une force. Et il y a des films d'auteurs faits à 3 qui sont faits sans cœur. Enfin, c'est de trouver la nécessité de faire un film. Et c'est pour ça que j'en arrive à... On va arrêter le blabla. Pourquoi j'ai fait La Chambre Bleue? Donc je croise Paolo. Il me dit, mais arrête avec La Chambre... arrête avec... de te noyer dans l'écriture du Rouge et le Noir. Il faut que tu tournes. Trouve un petit truc. Et puis on fait un film en 3 semaines. Tourne. N'importe quoi. Je te trouve un livre, je te trouve un truc. Je rentre chez moi. Et je regarde ma bibliothèque, je regarde des petits trucs, et j'avais la Chambre Bleue. Et voilà. Et ben, bon, allez, on y va. Je vous dis carrément. Parce que, sincèrement, c'est ça qui fait qu'on fait un film. Ou qu'on fait n'importe quoi, d'ailleurs. Qu'on fait un tableau ou un... S'il n'y a pas ça, ça ne peut pas se partager, ça ne peut pas se propager. Dans le roman de Simenon, ce qui est absolument passionnant, c'est les voix intérieures. Les voix intérieures qui, on a senti ça très vite, comme on ne sait pas où est le mensonge, où est la vérité, qu'est-ce qui s'est passé, on a joué sur le fait que les voix et les images ne correspondent pas. Donc il y a un hiatus, il y a un truc qui déconne. Donc en fait, graphiquement, on s'est mis à l'écrire sur 2 colonnes. Avec le son, donc les voix, et ce qu'on voit. Voilà. Et on s'est rendu compte, et on l'a écrit très vite. Et comme il y avait le Rouge et le Noir, que j'ai découvert, je ne savais pas que Georges Simenon, l'écrivain, était très adorait les romans de Stendhal, et que je trouvais, sur ce que tu disais tout à l'heure sur le passif, qu'il y avait quelque chose de très proche du personnage de Julien Sorel dans Le Rouge et le Noir, dans sa scène de procès, où il ne réagit pas. C'est quelque chose ensuite qui peut vous amener même à L'étranger de Camus, vous voyez, cette espèce de chose où, mais défends-toi, je sais pas. Non, il n'y a personne. Eh bien, je suis certain que Georges Simenon, peut-être sans s'en rendre compte, a pensé à la scène du procès de Julien Sorel dans Le Rouge et le Noir, et où il ne se défend pas, il est condamné à mort, guillotine et tout. Hein. Et c'est pour ça que du coup, je l'ai appelé Julien. Okay. Et donc, un peu de Rouge et le Noir est rentré dans La Chambre Bleue. Okay. Et voilà, et après, Paolo, eh ben, ce scénario, ce qui est bien avec Paolo, c'est que c'est donc des films qu'on produit avec
peu d'argent, donc toute petite équipe. C'est chouette d'avoir une troupe. Vous êtes à l'âge où vous allez vous créer des amitiés. C'est ça aussi, c'est vraiment précieux. Donc Christophe Beaucarne à l'image, Olivier Mauvezin au son, Christophe Auffray à l'accessoiriste, Amandine Escoffier comme première assistante, Delphine, enfin voilà, bon, on est voilà. Et puis on regarde comment faire. Il y avait quand même ces scènes d'été. J'aime bien tourner en plusieurs saisons parce que ça permet de monter entre et de réagir. Donc on a commencé par l'été. Au Sable d'Olonne, quand ils partent en vacances. Voilà. Okay. Et moi j'avais une question par rapport au scénario, enfin, on s'est posé une question. Dans l'organisation du récit, on voit très bien qu'on avance dans le temps et on recule à chaque fois. Et donc cette idée-là de voyager dans le temps, comme vous avez dit, l'été, l'automne, est-ce que vous l'avez pensé dans le récit directement au scénario ou est-ce que c'est une idée qui vous a paru après au montage ou comment vous avez développé cette idée? C'est vraiment dans le livre de Georges Simenon. C'est vraiment un des rares romans de Simenon qui n'est pas encore raconté dans l'ordre. Un homme et une femme ont fait l'amour dans une chambre. Par la fenêtre, il y a ton mari qui arrive. Ok, paf, il se casse. Tu comprends qu'il est marié, tout ça. Et puis tout d'un coup, il y a un interrogatoire. Donc il s'est passé quelque chose. Et Georges Simenon joue beaucoup là-dessus. Qui a tué qui? Il a tué sa maîtresse. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Et ça nous excitait beaucoup. Et ensuite, oui, grâce à ces colonnes, comme ça, on arrivait à visualiser. On s'est rendu compte avec François Gédigier, le monteur, qu'une fois qu'on avait fini le film, on a regardé le scénario, et c'était assez proche. C'était assez proche du scénario. Et après, les saisons, c'est juste que c'était beau d'avoir cette espèce de soleil qui, paf, qui pète, quoi. Et puis ensuite, l'automne, voilà. Donc, il fallait tourner en été. On a tourné, quoi, 2 jours, je crois, au Sable d'Olonne, pour avoir la scène avec cette plage. Mais c'était dedans, c'est dans le récit lui-même. Il faut savoir aussi que chez Georges Simenon, qu'on croit être un écrivain cinématographique, et en fait, il y a des pièges toujours. C'est-à-dire, par exemple, il s'en fout des résolutions. Il n'y a pas de réponse à qui a tué qui dans ses livres. Et nous, on a même poussé un tout petit peu le bouchon dans l'adaptation. Vraiment, à la fin du roman, tu sais pas. Et nous, on a juste tout petit peu poussé sur la belle-mère. Un tout petit peu. Parce qu'il y avait 2-3 phrases. Donc on a même au montage, je me souviens, on est allé tourner dans une pharmacie à Paris, du coup, le plan avec la belle-mère qui met la boîte comme ça. On a rajouté ça au montage. Pendant le montage, on s'est dit qu'on va appuyer un tout petit peu. Parce que c'est un peu rageant. Ce que j'ai remarqué. Voilà. Ouais. Et on s'est dit, faut pas que ce soit la solution. C'est visiblement ce qui vient à l'esprit de Julien. Parce que du coup, tu te dis, il est à nouveau dans la merde, il la regarde, elle. Tu dis, oh, ben c'est pas elle qui l'a tué. Donc il est reparti dans son délire, la passion, cette maladie, quoi. Où tu es, on a tous vécu ça, où on est dans un moment on n'est plus soi-même. Ou alors on est vraiment soi-même, j'en sais rien ce que c'est, mais... Vous avez parlé tout à l'heure de L'étranger d'Albert Camus, du Rouge et Noir de Stendhal, et du coup j'avais envie de rebondir sur les influences, parce que pour comparer avec un autre réalisateur, on a étudié Fritz Lang, cours, et on étudie encore Le secret derrière la porte. C'est ça, ce que m'ont dit mon professeur. On se rend compte en regardant ce film que lui, il s'inspire
Ah ben, en tout cas, il s'inspire énormément d'œuvres qui ont dû l'influencer, comme Rebecca de Hitchcock, Barbe Bleue, etc. Et du coup, nous, on voulait savoir comment, au cinéma et au-delà du cinéma, et quelles surtout références de fiction vous avez, quel film Faut vous que je me influence. souvienne. Du coup, là, du coup, là, je me dis qu'il y a le Rouge et le Noir et... Rouge et le Noir, L'étranger. c'était vraiment par rapport au fait que j'étais plongé là-dedans et que j'ai vu un lien dans la passivité. Je me suis dit, c'est chouette de l'appeler Julien. Bon, mais ça, c'est dans les grandes influences. Si, attends, non. Je crois qu'on a dû tourner si vite qu'on n'a pas eu le temps d'avoir des influences, peut-être. Enfin, une influence vraiment qui te marque. Non, mais dans votre carrière, pas forcément ce film. Ah, Des oh là, influences mais globales ça, majeures. c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps, de tout, partout. Ok, je vois. Là, dimanche, j'étais à l'exposition à Metz sur Lacan et l'art. Lacan, qui était un psychanalyste, qui joue énormément sur les mots. Regardez cet homme qui... les conférences à Louvain, vous allez mourir de rire. Là, alors là, tu sais pas si c'est un acteur ou pas. C'est complètement délirant. Il joue sur des jeux de mots, par exemple. Le nom du père. Le nom du père, et lui, il le transforme en les noms du père, pardon. C'est les non-dupes, ceux qui sont pas dupes, R, l'errance. Il joue, vous voyez le genre, quoi. Et c'est vraiment, vraiment incroyable. Donc là, je te dirais que, par exemple, ça me hante. Mais ça date de dimanche. Ça change tous les jours. Celui qui m'a donné envie de faire du cinéma, c'est Ottavio Celiani, mais je ne sais pas si c'est son cinéma, c'était le fait d'être sur un plateau de cinéma. Donc j'ai aimé les métiers manuels du cinéma. J'ai aimé vraiment, ça a été quelque chose. J'ai trouvé ma maison avec plein de métiers qui font un plan. J'ai trouvé ça magique. J'adorais ça, le ballet d'un plateau. C'est vrai que vous avez d'abord voulu être derrière la caméra. Ben, j'ai commencé comme ça. Vous avez d'abord voulu être réalisateur avant d'être... Ouais, c'est ça, je faisais mes courts-métrages. Enfin, ouais, j'ai essayé une école de cinéma, j'ai raté une école de cinéma qui était l'IDEC, c'était l'ancienne FEMIS. Et du coup, je me suis dit, si je rate l'IDEC, je fais un film. Et ben, c'est ce que j'ai fait. Ça passe à l'époque, on pouvait sortir le matos d'une école qui s'appelait Louis Lumière, qui maintenant est à Lyon. À l'époque, elle était rue Vaugirard, donc on l'appelait l'école Vaugirard. Et puis ils avaient sorti une caméra 16, une caméra... Voilà, et puis tu fais un premier film, ce qui compte, c'est de commencer. Et puis c'est tellement mauvais que tu es obligé d'en faire un autre. C'est vrai. Pour tu vois. Et puis c'est parti, quoi. Okay. Et la honte, c'est quand même très important, qui t'oblige à... voilà, quand tu arrives sur un plateau le matin, tu as peur. Tu veux donner un os à ronger à l'équipe, tu veux que les gens soient heureux de travailler. Et donc il faut travailler, quoi. Il faut trouver un terrain de jeu, quoi, vraiment. Mais non, les influences, tu sais, elles sont tellement énormes. J'ai beaucoup aimé aller à la Cinémathèque. Et c'est vrai que j'ai pu voir tous les films de Bergman d'un coup. Tu vois, ça te marque. Évidemment Cassavetes pour notre génération, mais ça pouvait être des films de Jacques Tati. J'ai beaucoup aimé le cinéma tchèque des années 60. Train étroitement surveillé, les premiers films de Miloš Forman, Fellini, enfin tout, tu sais, moi j'aime... Là, pareil, je vis beaucoup en Bretagne, et il y a un cinéma magnifique à Morlaix, qui s'appelle La Salamandre. La Salamandre, c'est un très beau film d'Alain Tanner, cinéaste suisse dont j'ai été régisseur, enfin bon, voilà, et qui est mort récemment. Et là, il y avait un film d'un collectif argentin
Et ils ont un film qui s'appelle La Flore, qui dure 14 heures, qu'ils ont tourné pendant 6 ans. Et là, c'est juste l'amour du cinéma dans tous les sens. Ça passe de la comédie musicale, puis après le mélo, puis après le film d'espionnage, puis après... Et économiquement, ils font ça en collectif, avec aussi un collectif d'actrices. C'est toujours les 4 mêmes actrices qui jouent tous les personnages. C'est extraordinaire. Voilà, bon, par exemple, tout le temps. D'accord. J'ai beaucoup aimé là un court-métrage de Guillaume Braque, que je trouve un cinéaste absolument incroyable, qui souvent fait des commandes. Je ne sais pas si vous avez vu ce film qui s'appelle À l'abordage, Oui. que j'aime beaucoup. Et là, il a fait un court-métrage dans le Nord, avec une classe. Et c'est 2 jeunes femmes de 15-16 ans. C'est la fin d'une amitié, comme ça. C'est un documentaire. Ça dure 30 minutes. Ça me scotche. Non, mais c'est dément. Après, du coup, j'ai regardé comment il a fait, je lui ai demandé et tout. En fait, elles ont écrit. C'est elles qui ont écrit cette histoire, mais tu crois vraiment que c'est du documentaire, quoi. Elles sont incroyables. C'est très beau. Et ça s'appelle Un pincement au cœur. Ok. Je sais pas où trouver ce truc. Comment ça s'appelle, la ville Il est passé à côté de Ah, et, c'est vrai on a un lien du Ah, tu trouveras ça Il magnifique. est présenté comme un documentaire. Oui, c'est un documentaire. Mais qui est assez mis en scène et qui est mis en... Oui, c'est comme ça que tu comprends pas comment il fait. Ouais. Et c'est pour ça qu'après je lui ai demandé, mais c'est vrai, sinon c'est un documentaire. Ce que vous aimez, c'est que ça C'est flirte beau, entre- non Ouais, il est magnifique. Ce que vous aimez, c'est que ça flirte entre la limite du fiction et, de la fiction et du réel. Non, j'aime tout. J'aime aussi quand c'est très construit, quand j'adore les acteurs, les héros, les actrices, et que c'est plus beau que la vie, que ça n'existe pas, que ça t'aide à vivre, que tu trouves comme un des grands thèmes de Desplechin, ou dans 3 souvenirs de la jeunesse, il dit c'est des films qui me donnent ma morale. La morale, elle est dans les films, on sait comment il faut vivre, on sait ce qui est le bien et le mal. C'est dit dans les films. C'est eux qui m'ont forgé en tant qu'être humain. J'y crois beaucoup à ça. Donc, je sais pas. Tu sais, les films... Oui. Justement, vous parlez de forger, d'être forgé à travers les films. Et donc justement, est-ce que votre conception du cinéma, quand vous créez un film, c'est justement de forger des individus dans un type de cinéma particulier? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez transmettre avant tout dans vos films? Ben non. Parce que La Chambre Bleue, par exemple, nous en cours, on était, en fait, on avait tous une idée très différente. On avait Et c'est ça qui impressions m'intéresse très différentes. surtout. Et justement, comment vous faites pour donner toutes ces impressions aussi différentes? Parce qu'il y en a qui étaient intéressés par l'aspect psychologique, Oui. d'autres l'aspect émotionnel, Oui. il y en a qui étaient intéressés par les cadres, Ouais. d'autres par la froideur du texte. Oui. Il y avait énormément de diversité dans nos opinions. Et comment on fait retranscrire tout ça à travers un seul film? Le fait que ce soit, par exemple, des cadres fixes, plutôt, dans ce format, le classic ratio, le 4/3, ce qu'on appelait le 1,33, il faut savoir que quand même, jusqu'aux années, 50... Bah là, je crois que vous l'avez en tête. Vous l'avez, mais ça, c'est, je dirais, la phrase même de Simenon qui nous amenait ça. Cette chose un peu clinique. Et on a, avec Christophe Boccan, le chef opérateur, on a donc fait des essais avec plusieurs formats. On a même essayé en cinémascope, parce qu'on s'est dit, c'est aussi, on peut peut-être aller du côté du mélo, quelque chose que prend en charge par exemple la musique d'un certain côté. Cette musique qui peut aller du côté des films d'Hitchcock, qui est en fait, ça vient de Ravel en fait, cette musique. C'est une musique écrite en 1906, je crois. Et après, c'est Bernard Herrmann, le compositeur de Hitchcock, qui s'est inspiré de la rhapsodie espagnole de Ravel, qui est la musique du film. Mais voilà, c'était...
d'être enfermé dans une boîte. Le 4/3 fait que tu es plus nu, c'est le cas de le dire, parce que tu as plus le corps, quoi. Quand tu prends des longues focales, tout le monde est sublime. Tu vois, c'est beau, quoi. C'est beau. Mais quand tu es en entier, ça me plaisait bien. Enfin, c'est ce que ça m'a inspiré, l'écriture et l'angoisse et la solitude. Après, il y a tout le travail avec le son. Chaque élément, si tu veux, peut ajouter une forme d'angoisse, mais tu te dis pas, j'ai envie de faire passer tel message. Là, non. T'as pas envie de faire chier les gens. Tu veux... comment dire, peut-être une chose, c'est... on vit toujours tous plusieurs choses à la fois. La vie, c'est pas une seule chose. Les choses se frottent. On a toujours 4 pensées en même temps dans la tête. Tout le temps. C'est absolu. Comment on peut s'amuser avec le cinéma avec ça? Comme il dit, mais la vie est différente quand on la vit et quand on l'épluche après coup. Donc, il y avait ça, mais c'est comme un terreau amusant que le cinéma pourrait exalter. La mémoire et l'instant. Et on a vécu ça, c'est atroce, c'est les ruptures amoureuses. Les ruptures amoureuses, quand on se met à parler, tu te rends compte que chacun n'a pas du tout vécu la même histoire, mais pas du tout, alors qu'on pensait qu'on était ensemble. Et là, ben non, moi c'est pas ça que j'ai vécu. Et donc tu ne sais plus, tu n'as plus de vie, tu n'as plus rien, tu n'as même plus de passé. Puisqu'en fait, la personne avec qui tu as vécu te dit, mais non, moi j'avais peur, je ne voulais pas te parler, en fait, tu me faisais peur, ou je sais pas. Et donc tu revois tout autrement. Et là, c'est ça aussi. C'était ce truc de... Mais attends, mais je suis fou, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. C'est vrai que si on regarde bien, il y a énormément de séquences. Moi, j'ai celle de la guirlande et celle Oui. et celle à la plage. Il y a énormément d'agressivité dans des événements pourtant passifs qui sont censés être... Mais oui. Oui. Et du coup, Mais oui. j'ai remarqué que absolument, enfin pratiquement tout dans ce film passe par le scénario, par les dialogues, qui sont très très littéraires, très... On a gardé ça. On les a pas totalement actualisés. Exactement. Oui. Et c'est pour ça que du coup j'aimerais savoir quel rapport est-ce que vous avez avec ce dialogue, enfin avec ces dialogues, et comment vous les avez écrits, co-scénarisés avec votre ex-femme. Et moi personnellement, les dialogues, surtout la scène du début quand elle dit est-ce que tu m'aimes, ça me fait penser au Mépris de Godard. Ça me fait penser à un peu une ambiance nouvelle vague. Je vois ce que tu veux dire. J'y ai pas pensé, hein, mais moi j'étais... Oui, on pouvait penser plutôt à Douglas Sirk ou à des choses comme ça. C'est pour ça qu'on a eu ce moment magique. On avait déjà tourné la scène, mais il faisait gris dans la forêt quand ils s'embrassent la première fois. Et on range le matos et tout d'un coup, il y a ce qu'on appelle une grâce, c'est-à-dire tout d'un coup le soleil qui perce sur les... On remet tout et on le fait avec... Ça a duré même pas 10 minutes, ce soleil. Quelle chance. Et là, du coup, avec la musique, ça peut être... Parce que quand tu es amoureux, quand tu désires, tu planes, quoi. Tu planes. Et donc, alors, c'est pas une histoire de message, disons, mais disons qu'il y a des sortes d'obsessions qui revenaient, qui sont en état de délire. La passion, le délire, de sortir de soi. Et d'un côté, et ensuite, il y avait quelque chose, moi, qui me glace énormément, c'est le silence. Pourquoi sa femme, elle dit rien? Pourquoi elle dit rien? Elle dit rien, elle sait tout, elle le sait, elle le sent. C'est pas un... En gros, dans un coup, faut parler, quoi.
Voilà, mais c'est pas, je ne me suis pas dit, c'est ça le message du film. Mais comment l'agressivité, c'est même pire que ça. Juste dans une scène de coucher, ou juste tu penses à quoi sur la plage? Rien. Mais des fois, c'est ça l'horreur du couple. Mais vraiment, tu peux te dire, la vie, mais autant crever, quoi. Tu peux aller jusqu'à des détresses comme ça. Donc, je voyais que ce film permettait des grandes exaltations physiques et des gouffres. Le fait que vous ayez parlé de votre rôle en tant qu'acteur, ça m'a fait penser à une masterclass à laquelle on avait assisté. C'est une masterclass de Laurent Lafitte à Lille, au festival de Sérimania. Et il avait abordé la question du rapport entre l'acteur et le personnage. Il disait qu'il fallait connaître le personnage comme sa poche, qu'il fallait se contenter du scénario, etc. Et moi, j'aimerais bien savoir quel genre d'acteur vous êtes, quel genre de... Alors moi, j'ai pas appris à jouer. Je suis pas acteur. Je fais l'acteur. Ça n'a rien à voir. Moi, j'ai pas besoin de jouer pour me sentir en vie. Contrairement aux acteurs. C'est pas mon oxygène. J'y pense jamais. C'est des amis ou des gens qui m'embarquent. Et à un moment, c'était même, mais foutez-moi la paix que je puisse faire mes films, quoi. Et quand les copains, même je les engueulais, quoi. Je leur dis, en fait, vous aimez pas mes films. Vous me faites jouer pour pas que je fasse mes films. Ou alors vous êtes jaloux, parce que vous trouvez que mes films sont bien, donc vous vous débrouillez pour pas que je puisse faire mes films. C'est ça. Les Larieux, tout ça. Et souvent, je dis, non, là, je dois faire mon film. Et non, et ils m'embarquaient quand même. Bon. Et donc, j'ai un rapport très, très particulier à ça. C'est des gens que j'aime, c'est des amis, des gens que j'admire. C'est un jeu, je sais pas le faire. Donc, comme je sais pas le faire, eh ben, il y a bien quelque chose qui va se passer puisque je sais pas le faire. J'ai commencé à arrêter de jouer quand j'ai su le faire. Là, j'ai arrêté de jouer depuis 3 ans parce que je sais le faire. Et que mon oxygène, ce n'est pas l'art de jouer. Sinon, c'est un art que je continuerai à explorer, comme les vrais acteurs et les vraies actrices, qui voient le monde entier là-dedans. Et pour revenir sur votre expérience d'acteur, en tant qu'acteur français, mais aussi à l'international, qu'est-ce que ces expériences-là, elles ont pu vous apporter au niveau même de la réalisation ou juste de votre jeu d'acteur? S'il y a des avantages, ou si au contraire, ça vous a rien apporté? Ah, si. Ben si. D'abord, ça amène la peur, hein, parce que... puisque vous connaissez Arnaud, faut être à la hauteur quand même. Alors ça va, la première fois, c'est lui qui prend le risque. Comment je me suis disputé, j'ai jamais joué. Bon, tu le sais que je sais pas jouer, j'ai jamais joué. Donc c'est toi qui prends le risque. Donc moi, j'essaie juste d'apprendre le texte. D'apprendre le texte, voilà, c'est tout. J'essaie juste d'apprendre le texte. Bon, parce que il y a beaucoup de textes chez Desplechin, et souvent il aime tourner en un seul morceau, comme ça. Et donc voilà, il y a ça qui est quand même un vrai plaisir, cette peur. Parce que du coup, tu t'aperçois que il te fait naître. C'est comme s'il y avait des nerfs qui n'avaient jamais été utilisés dans ton corps. Et tu ne savais pas que tu pouvais faire ça. Et du coup, tout grandit, quoi. Ça, c'est extraordinaire. Tu peux le ressentir aussi quand tu réalises, en fin de journée, des fois. Et puis, tu joues pas tout seul, hein. Il y a le plaisir de jouer avec les autres. Bon, voilà. Et puis jouer, voilà, je pense juste au mot jouer. Hein. Faire semblant.
comme on fait tous dans la vie, surtout quand on est enfant. Comment tu fais à la maison? On est bien obligés tous de jouer un rôle pour que la maison elle tienne debout. Chacun prend un rôle pour que la maison n'explose pas. Le silence, ou au contraire, les enfants qui font les joyeux parce que les parents c'est trop tendu. Donc pourquoi l'enfant il se met à en faire trop? Enfin, ben je trouve ça. C'est pour ça que j'aime énormément les actrices, les acteurs. Je vois ça, cette blessure. J'adore les cabots. La générosité, quoi, de prendre d'amener de la joie, quoi. C'est intéressant que vous parliez d'Arnaud Desplechin, parce que moi j'avais une question par rapport à votre longue histoire de collaboration avec ce réalisateur. J'aimerais savoir jusqu'à quel point vous avez l'impression que cette relation a influencé votre approche en tant que réalisateur. Ça m'a... C'est certain. Arnaud, son cinéma, c'est... on croit qu'on vit des petites vies, en fait on vit des grandes choses. La vie, t'as pas le droit de la sous-estimer, il faut la goûter. Le cinéma d'Arnaud, moi souvent, me fait penser à des pièces shakespeariennes, c'est-à-dire on est tous des héros, on vit tous des grandes choses. Des questions quotidiennes peuvent être des questions morales et sublimes, énormes, rois et reines. C'est pour ça que ces personnages ont des noms mythologiques. Et ça, on en parlait beaucoup avec Hippolyte Girardot, par exemple, ça te colore, je sais pas, pendant 2 mois, je sais pas, tout est un fruit, quoi. Tout est grand, voilà. Si tu tournes avec les Larieux, et bah t'es dans un sentiment de physique, de sensation physique, de désir absolument extraordinaire. Voilà, donc ça m'a plus influé des choses dans ma vie. Ensuite, non. Après, quand tu fais tes films, tu sais, t'es seul. Hein, il faut être seul. À l'arrivée, il faut être seul. Tu peux pas. Après, j'ai pu, dans ma vie d'acteur, observer après coup. Mais c'est après coup, hein, parce que quand je fais l'acteur, je suis à fond que là-dedans. Mais je regarde des techniques, des choses. Par exemple, Alain Resnais, comment il fait, qui lui répète tout avant. Comme il tourne beaucoup en studio, Alain Resnais, enfin il tournait, il est mort maintenant, il reconstruit un espace avec les scotch qui correspondent exactement au décor que va faire Jacques Saulnier, qui était son décorateur. Et on fait des répétitions. Et ce qui fait qu'au moment du tournage, tout est su. Et son scénario, ça ressemble à un découpage technique. Alain Resnais était monteur au départ. Et donc, dans son scénario, il y a écrit collure entre les plans. Collure parce que c'était c'était la pellicule, c'était avant le scotch, et tu collais, c'était de la colle. Et dans les années 50, c'est un homme qui est mort il y a quelques années, à l'âge de 90 ans. C'est un cinéaste qu'on associe à la nouvelle vague, même s'il a un monde. Et ben voilà, tiens, je pense à ça, à la force de la répétition. C'est que si tu veux improviser, il faut avoir beaucoup travaillé avant. Ça, faut avoir écrit des cinéastes comme Cassavetes ont pu faire beaucoup de dégâts parce que les gens se disent oh bah voilà, il suffit de filmer. Mais pas du tout. Ce sont des gens, ou Piala, ce sont des gens. Cassavetes vient du théâtre. Cassavetes
il écrivait 800 pages. Piala, il écrivait 800 pages. Et donc, moi, j'écris beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'essaye toutes les hypothèses, ce qui permet, le jour du tournage, que quelque chose que tu n'avais pas prévu arrive. Mais au moins, tu peux dire à l'actrice, aux acteurs, aux enfants qui jouent, voilà, c'est ça qui est en train de se passer. Et puis après, tu tournes avec ton équipe, avec des copains. Il faut, alors, très important, il faut tourner avec des rigolos. Alors, les Belges, c'est vraiment bien. Donc Bocarme, tout ça. Parce que comme ça, ils se moquent de toi. Là, ils se moquaient tout le temps de moi. Parce que comme j'étais pratiquement tout le temps en slip pour les trucs comme ça, donc je sais plus. Enfin, voilà, ça permet, voilà. Après, on a fait un travail très documentaire sur ce film avec, les scènes avec le juge. Ce bureau, c'est à Bobigny. C'est le bureau de Bobigny. Et là, vous n'allez pas me croire, le juge qui nous a tout appris, parce que je voulais savoir comment ça se passe aujourd'hui, quand tu as un accusé qui entre, combien il faut de flics, comment ça se passe les menottes, comment tu fais pour les pièces à conviction, toutes ces choses-là. Je voulais vraiment que ce soit absolument réel. Tout est absolument tel que ça se passe. Je vous raconterai ensuite la scène du procès de la fin. Ce juge, à Bobigny, on a tourné son bureau, il s'appelle le juge Salomon. Non mais t'y crois? Il s'appelle le juge Salomon. C'est son vrai nom, Philippe Salomon. Il n'est plus à Bobigny maintenant, mais donc avec Laurent Poitrenaud, l'acteur du juge, on a tourné ça en même pas 4 jours, toutes les scènes dans le bureau. Donc là, je savais que j'avais une scène qui se passait dans une pièce moche, qu'il y en avait beaucoup, réfléchir à un découpage technique pour que les scènes ne soient pas toutes les mêmes, par exemple. Ça, c'était important. Et après, on est allé jusqu'au procès, et là, on a tourné en 3 jours. Et ce qu'on a fait, en fait, il n'y a pas d'acteurs, ce sont des vrais avocats, des vrais juges, tout est vrai. Et on leur avait construit pendant 2 mois, avec l'équipe d'écho, les accessoiristes, un vrai dossier judiciaire. Un vrai dossier judiciaire avec les vraies pièces, les noms des personnages. Donc, ils avaient étudié. Et avec Stéphanie, quand on va à la barre, c'est vrai. Tout à l'heure, vous aviez parlé... Tu vois le truc. Et on a tourné sans s'arrêter pendant 3 heures. Avec un grand rail, tu vois, et qui permettait d'arriver à un truc de... Avec le jury, ils faisaient le jury, tout. Tous les témoins, c'est des gens du village. Le mec de l'hôtel, c'était l'hôtel. Enfin, tout. Donc... parce que là, je voulais qu'ils sortent de leur délire. Là, tu as la réalité qui te rattrape. Celle-là, il fallait que ce soit pas joué, il fallait que ce soit un peu un autre ton. On sortait du dialogue écrit, machin. Là, tout d'un coup, il y a une espèce de réveil. Et du coup, il repart dans les nuages. Il voit cette abeille. Ça, c'est un hasard des repérages, parce que c'est Napoléon III qui... Il se trouve que dans ce tribunal, il y avait sur la tapisserie une abeille. On s'est dit, mais c'est génial. Et en fait, c'était vert avant, et avec le temps, c'était le jaune est parti, et du coup, c'est devenu bleu. C'est pas possible, chambre bleue, et donc ça nous permet qu'il reparte dans son délire, quoi. Tout à l'heure, vous parliez d'un problème social bien réel qui est le rôle qu'on joue au sein d'une famille et du coup au sein d'une société. Du plaisir du jeu, c'est-à-dire que le jouer, on le fait tous. Ouais. Et moi, j'aimerais bien savoir comment, à travers vos films, comment vous diriez que vous développez, est-ce que vous diriez que vous développez une vision du monde continue? Continue.
Qu'est-ce que tu appelles une vision du monde continu? Tu veux dire quelque chose qui pourrait donner au moins un sentiment d'un ensemble, Oui, que ce soit pas exactement. morcelé? Mm. Non. C'est horrible, non. Quelque chose qui créerait un lieu de paix en soi. C'est ça que tu veux dire, quelque chose? Une harmonie? Oui, voilà, exactement. C'est ce que j'ai trouvé sur un plateau de cinéma. C'est ce que j'ai trouvé réellement en travaillant ensemble. Ouais. Je peux sentir ça. Et puis évidemment l'amour. Mais c'est dur, hein. Et en même temps, j'essaye, je vois bien, je sais pas des thèmes, hein, je sais pas, mais je vois bien que à chaque fois, comme j'ai peur d'ennuyer, j'ai toujours besoin qu'il se passe 2 ou 3 trucs en même temps, qui puissent en plus être contradictoires. Donc visiblement, je suis intéressé par les courts-circuits. Et je crois que je suis assez amusé comment tu filmes la pensée au cinéma. Comment la pensée peut devenir une action. Comment tu la transformes. Ça, peut-être Arnaud a dû vous parler ça. Tu me parlais de réalisation. Si j'ai appris un truc avec Arnaud, parce qu'il est tellement fort avec ça, c'est de trouver les gestes. Arnaud joue tous les personnages. Il aime bien. Il dit, attends, on peut voir comment je le ferai. Tac. Et puis, il vient avant le matin. C'est pour ça qu'il fait souvent des midis, 19h30. Comme ça, il travaille le matin et il trouve des gestes. Des gestes. Des gestes. Je me souviens avec Balibar, tu vois, dans Comment je me suis disputé. C'est pas moi qui trouve ça. Voilà, la fille, elle lui plaît. Et je sais pas, il se retrouve comme ça, quoi. C'est Arnaud qui trouve ce geste. C'est génial. Et donc, ça oui, je cherche des gestes qui racontent quelque chose, qui fait que la pensée devienne du cinéma, quoi. Et ça peut passer par un objet, par une lumière, par un son, par le mélange des trois, par une coupe, évidemment par le visage. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pu vivre très très fort avec Jeanne Balibar et avec Vicky Krieps. Non, c'est à moi fort. Là, juste, tu donnes une sorte de situation. Je jouais Clarisse, son personnage, avant. Je lui racontais ce qui m'était arrivé. Voilà, et puis elle prend le relais. Et tous les pensées sur cette... Parce que c'est une belle personne. Une question justement par rapport à toute votre carrière. Vous avez abordé énormément de thèmes, énormément de genres, énormément de littérature. J'ai peur de me répéter, oui. Justement, la question en fait, c'est est-ce que vous avez quelque chose, enfin déjà un projet, qu'est-ce que vous voulez après, maintenant? Ouais. Est-ce qu'il y a encore des trucs à découvrir à ce niveau-là? Ouais. Ça va. Ouais. Ouais. Oui, ça va. Il y a, Non, mais bien sûr. Est-ce qu'on n'a pas l'impression des fois que c'est un cycle, ça se répète au bout d'un moment? On découvre, et puis on revient sur les mêmes choses, même si c'est une autre approche. J'ai pu le sentir dans ce que c'est que, pour moi, l'exploration de la vie d'acteur. Là, je me suis... Voilà, c'est ce que je vous racontais tout à l'heure. Soit tu l'étudies vraiment, et c'est un art qui s'ouvre, soit t'arrêtes, quoi. Ça sert à rien. Tu tapes contre les murs, enfin, je sais pas, t'es pas... C'est vraiment un art. Au bout d'un moment. Mais non, là, j'ai beaucoup aimé des gens, filmer des gens au travail. Il se trouve que je vis avec une musicienne depuis 9 ans, qui est chef d'orchestre, qui est soprano, et donc j'ai beaucoup filmé Barbara Hannigan et ce musicien John Zorn dont on parlait tout à l'heure. Bon, mais ça me... Les musiciens qui travaillent... Voilà, donc
Donc c'est des choses que j'aime bien. Je réfléchis beaucoup à l'économie du cinéma aussi. Je dirais que j'ai un blocage par rapport à ça. C'est-à-dire Trouver un moyen de faire des films autrement, économiquement. C'est très compliqué. Je n'ai pas trouvé. J'ai pas réellement fait le travail, mais ce serait un travail qu'il faudrait faire avec des juristes, carrément. Trouver un moyen de créer un collectif. La loi l'interdit. C'est pas possible. Un film ne peut pas sortir. Enfin, tu vois, c'est très compliqué. Il faut trouver. Il doit y avoir des failles. Mais il faut faire un travail presque d'avocat, de travailler avec des juristes sur l'économie du cinéma. Ça, c'est quelque chose qui me bloque, qui fait que, du coup, je ne fais plus que des films tout seul. Je ne peux plus les trucs de subvention, de merde. Ça me dégoûte. Donc, je m'en fous. Je le fais avec mon fric. Okay. Et du coup, je décide des salaires. Et ça vous limite pas trop? Mais non. Au contraire. Et j'adore, c'est n'importe quoi, j'adore faire des films, il n'y a même pas mon nom, et ils sont faits pour une projection. Une seule. Okay. Les Ornes, c'était une seule projection. J'adore. C'est un geste. Et comment au montage on sait quelles rushs sont... Ouf. Enfin, en fait, au montage, comment vous faites avec toutes les pauses que vous avez? J'imagine qu'il y a énormément de possibilités qui... Même dans le récit, l'organisation du récit, vous l'avez travaillé au scénario, vous avez dit. Sinon, vous avez déjà repris la structure. Mais est-ce qu'au montage, il y a quelque chose qui diffère par rapport à la structure de base que vous aviez imaginée? Alors, le Simnon, c'est un mauvais exemple parce que là, on avait vraiment bien travaillé avec Stéphanie. Et qu'il y avait, on va dire tout de même, un domaine policier, une sorte d'enquête. Donc, t'es cadré quand même. Mais il y a des films pires que ça. Dans Serre-moi fort, comment vous avez fait? Parce que moi, je sais que quand j'ai vu Serre-moi fort, j'étais très perturbé. Bah oui, je savais c'est un peu pareil. Je me demandais lequel des deux, si c'était la mère qui était... Bah, bien sûr. Ou si c'était la famille. Ben, c'est ce qu'on veut. Donc c'est la structure, elle était déjà définie au départ. Et au montage, il n'y a pas eu de quelque chose qui nous a encore plus emmêlés. Non, au montage, même au tournage, par rapport au scénario, on voulait qu'en fait, les gens, au bout d'un moment, c'est pour ça qu'on a avancé la scène dans la neige des sauveteurs, où en fait tout est dit. Et ça, c'est à 25 minutes de film. La neige, paf, les enfants, ils sont morts, le mari, il est mort, c'est dit. Et mais on voulait que le spectateur vive la même chose qu'elle, c'est-à-dire qu'il l'oublie. Il ne peut pas, il fait le déni. Non, 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 non. Et comme elle, ils ont grandi. Hop, et t'oublies. Mais on voulait que le truc soit déjà là. Voilà, donc ça, dans le scénario, c'était une révélation absolument finale. Comme la pièce de Claudine Galéa. Ça vient d'une pièce de théâtre qui n'avait jamais été jouée. Maintenant, elle a été jouée à la Comédie Française, mais à l'époque, elle n'avait jamais été jouée. Et ce que Claudine a inventé, c'était ça. C'était... En fait, c'est une inversion qu'elle fait. Si j'ai qu'à me dire que c'est moi qui suis parti, comme ça, eux, ils sont restés. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, elle s'invente qu'elle a quitté sa famille. Parce que eux, en fait, sont morts. C'est eux qui sont partis. C'est pas plus compliqué que ça. Et chacun, parce que j'ai beaucoup accompagné le film dans beaucoup de projections, et les gens ont des réactions très intimes, forcément, en fonction de leur propre vie. Et ça, c'est vraiment incroyable, quoi. Mais en fonction de ce que les gens ont vécu dans leur vie. Il y a des gens qui pleurent immédiatement, ils savent, tout de suite. Mais tout de suite. D'autres, ils le refusent. D'autres qui disent non, 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 non. Non, 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 elle a inventé qu'ils sont morts parce qu'en fait, elle voulait vraiment quitter sa famille. C'est assez marrant. Mais... J'aimerais revenir sur la chambre bleue et parler du montage. Tout à l'heure, vous parliez du monde, pas comme d'une continuité, mais comme des fragments, comme des événements. Et du coup, est-ce que c'est pour ça que vous avez raconté les souvenirs dans le désordre? Et pourquoi vous racontez un récit à partir d'un interrogatoire?
Non, ça vraiment, c'est dans le Simon. Ok. C'est dans le Simon. Ce côté raconté par petits bouts à l'envers où tu ne... T'es là, tu... Attends. Pourquoi il est interrogé? Qu'est-ce qu'il a fait? Ah, il y a un mort. Mais qui est mort? On ne sait pas. Son mari, à elle, est mort. Ce qui est marrant, c'est tout ce qu'on... Du coup, tout ce qu'on se fait dans la tête. Ouais, c'est elle. Elle l'a tué. C'est sûr. Et oui, normal. Elle l'a tué. Il est vieux, tout ça, voilà. Paf. Putain, sa femme à elle est morte. Quoi? Empoisonnée. Là, tu comprends quand même, tu te dis, c'est pas lui qui l'a tuée, physiquement. Mais elle est morte comment? On ne sait pas. On le découvre peu à peu. Voilà. Et tout le travail, il y avait beaucoup de travail sur quand est-ce qu'on distille les informations et de quelle manière. Et je me souviens, ça me revient, ça j'ai trouvé le matin, parce que moi je réécris tout le matin. C'est-à-dire, comme il y a des masses et des masses de textes, c'est pas un truc qu'il faut faire, hein. Mais qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Ce que je fais quand je suis en tournage, je me couche vers 9h le soir. Je sors pas, je me réveille vers 2h30, 3h du matin, et je me prépare, et j'envoie le texte à la première assistante ou le premier assistant vers 6h30 du matin, quoi, 7h. Pour le jour, pour toute l'équipe. Et vous avez essayé de modifier la construction du récit? Pour voir comment ça... Il faut que tu lises le livre, tu vas voir à quel point c'est hallucinant. Mais ça, c'est un exemple de film où c'est quand même... C'est un jeu de piste, tu t'amuses. Après, c'est comment... C'est ce que je dis, transformer en geste, transformer en cinéma, en quel objet, comment faire, comment tu l'apprends. Et là, je me souviens, on est allé jusqu'à, avec la vraie police scientifique, avec Léa Drucker, dans cette maison, faire comment ça se passe quand la police scientifique arrive sur un lieu d'un crime. Avec Léa, ok, elle est morte. Ça, c'est la police scientifique qui m'a donné le truc. J'ai dit, comment on pourrait tuer quelqu'un aujourd'hui? C'est quoi comme poison dans la confiture? Et le mec, il te dit, aujourd'hui, le plus simple, c'est la digitaline. Tu le trouves au bord des routes et tout, c'est digitaline, c'est génial. Ok, digitaline. Alors, du coup, comment ça se passe, la digitaline? D'abord, tu vomis. Donc, il fait le trajet. Tu vois, du coup, elle serait morte si le pot, il est là. Paf, et puis on prend les photos, on fait le dossier. Ils me font un vrai dossier, quoi, réel. Et c'est là où, plus tard, tu sais que par rapport au plan de travail, il faut que cette scène-là soit tournée avant la scène où tu es dans le bureau du juge, parce que tu auras besoin du dossier. Et là, je trouvais que c'était assez beau que le spectateur, finalement, ça c'est pas comme ça dans le livre, découvre que Léa Drucker, sa femme, est morte. Visiblement, il y a une histoire de poison et de confiture à travers juste le juge qui, le matin, recompulse son dossier avant de les interroger. C'est là qu'on découvre. Ah, j'étais content. Voilà. Tu cherches comment faire découvrir les trucs. Et donc, les accessoires, c'est très con, hein. Qu'est-ce qu'il y a à l'image, qu'est-ce qu'il y a au son? Donc, qu'est-ce que tu as comme geste? Oui, les dialogues. Et voilà, et après, tu te dis, ah, s'il pleut. Puis, comme il y a toujours chez Simenon le fait, il adorait les juges. Il avait beaucoup d'admiration pour les juges. Et puis surtout, ce que je vous racontais tout à l'heure sur le fait que il y a quelque chose qui unit toutes les pulsions humaines. On a tous quelque chose en commun, finalement, dans nos... Il y a un terreau commun. Et que donc, je ne sais pas pourquoi, je me suis dit, si le juge est torse nu, c'est pas mal. Et que tu comprends qu'il a dormi là. Et que quand sa greffière arrive, il la regarde. Du coup, toi, en tant que spectateur, il savait ce qu'il avait à jouer, Laurent, le Poitrenaud, l'acteur. C'est est-ce que ça aurait pu m'arriver à moi? Enfin, grande question qui nous interroge tous profondément quand on tombe sur des faits divers.
la part du monstre, etc., ce truc. Et là, que ce juge, même, à un moment, c'est rien, mais ça ne tient pas à grand-chose. Voilà, donc ça, c'est pas dans le livre. Torse nu, la pluie, je sais pas. Et après, tu nourris le truc avec l'actrice, avec l'acteur, les silences avec Léa, putain, c'est atroce, quoi. Le crime, il fallait bien... Enfin, le crime, l'envie du crime. Il fallait bien trouver quelque chose. Je savais que c'était Noël. Je ne sais même pas s'il y avait Shell dans le livre. Je sais pas, je peux pas te dire d'où ça vient. Je me souviens de cette table, là, en verre, là. Et que forcément, si elle était morte, ce serait quand même plus simple. C'est les pensées. Les pensées. C'est dur, les pensées. Et c'est pour ça qu'il est coupable. Il ne l'a pas fait. Mais c'est pour ça qu'il est cuit. Enfin, le mec, il est mort par sa faute. Parce qu'il y a pensé. Monsieur, vous avez dit que quand vous avez tourné les scènes olé olé, Ouais. c'est pour de faux. Mais vous n'êtes pas gêné en vous revoyant Si. Mais moi, tu crois que je regarde le film, moi? Je ne regarde jamais. Au montage. Non, ce que j'aime beaucoup aussi faire au montage, c'est je regarde pas les rushs, par exemple. Bon, mais ça, chacun trouve son machin. Hein. Il n'y a pas de règle, aucune. Je regarde pas les rushs. Et c'est Annette Dutertre, la monteuse, ou là c'était François Gédigier. Il fait. Moi, je peux réagir à quelque chose. Mais non, parce qu'il faut... Une scène d'amour, il faut que ça raconte quelque chose. Une action, un sentiment. Et là, ben, il faut trouver des gestes. Ah si, j'ai copié un geste. Ça y est, ça me revient. Quand on est entremêlé, le plan assez large où on est dans le lit, on a repris exactement la position de Isabelle Huppert et de Pardieu dans Loulou de Piala. C'est exactement la manière dont les jambes et les bras sont entremêlés. Et sauf que dans le Loulou, ce qui s'est passé, c'est que le lit a pété. Il a gardé ça dans le film. Dans le film, tu vois, ils se mettent à rire. Ça, c'était un accident de tournage qu'il y a dans Loulou. Mais... Il y a une phrase qui me revient, ouais, c'est le cas de le dire, c'est l'histoire d'un homme qui n'en revient pas. J'avais souvent ça. Qui n'en revient pas. Donc une relation aux femmes, au sexe féminin, à quelque chose perdu. Ça, je le gardais beaucoup en tête. Et du coup, mais après tu le fais en rigolant. Ou non, on rigolait beaucoup. Hein. Je cherche d'autres moments avec Stéphanie. Puis il y a des dialogues, des choses quand même. Ouais. D'autres questions? Par rapport à ce que vous avez dit au rush, est-ce qu'il n'y a que pendant les scènes de nu que vous avez du mal à vous regarder ou c'est pourtant en règle générale? Tu sais, le tournage, pourtant, tu as le sentiment que quelque chose s'est passé, tout de même. Et que tu as essayé de faire des prises, peut-être un peu, tu as exploré des choses différentes. Ben, la personne qui monte, ben, elle reçoit du matos. Il n'y a que ça. On doit faire le film avec ça. T'as beau dire, non mais attends, en fait là on avait voulu faire ça, mais on n'a pas... Oui, ben, bon, comment on va faire là? Donc non, ça, je peux pas te dire. Tu passes vraiment en montage par des... Et après,
tout dépend de quel type de personne, avec qui, quel type d'être humain tu as envie de monter. Et là, autant le tournage, j'aime bien qu'il y ait des rigolos. Une équipe d'hommes et de femmes qui sont gourmands, enfin, tu vois, on rigole. Ce qui n'empêche pas le sérieux. Autant au montage, je m'aperçois que quelqu'un de taciturne et genre cache ta joie, quoi. Bon. Tu t'appelles, ça va les rushs? On verra. Putain. Oui, de le cogner, quoi. Mais ça t'anime plus pour... tandis que... Parce que le grand truc des rushs, faut le savoir, c'est toujours, putain, les rushs, les rushs, c'est canon. C'est super, putain, mais c'est dément ce qu'on fait, c'est génial. Là, tu sais que c'est un film de merde. Ça n'existe pas. Parce que, et le problème aussi, ça quand même, j'ai un conseil à vous donner, puisque maintenant, en fait, qu'est-ce qui se passe pour les rushs? C'est un lien que tout le monde reçoit là-dessus. La maquilleuse, tout le monde reçoit un lien sur son téléphone. Donc, la maquilleuse, chez elle, elle regarde là-dessus, elle va en accélérer, parce qu'elle veut juste voir si, je sais pas, elle était pas sûre que, je sais pas, ou l'habilleuse, parce qu'elle dit, putain, la boucle d'oreille, je crois que je l'ai oubliée à tel endroit, parce que c'est raccord. C'est tout. Donc, sur un petit téléphone comme ça, personne parle d'un travail commun le lendemain. C'est une horreur. C'est d'une solitude pour la personne qui fabrique le film. Parce que, je vous parle d'un temps, Aznavour, que vous n'avez pas connu, avant, c'était en pellicule, tu tournais un truc, tu ne le voyais pas tout de suite, ça passait par un labo, il y avait de la chimie, tu espérais que la chimie allait tout faire beau, changer, même parce que tu as tourné, comme un acte magique, et après on regardait des rushs dans une salle, ensemble. Et oui, ensemble. Alors ça, je le fais sur mes films. Donc, Esther, par exemple, sur ce film, qui était l'assistante monteuse de François, je lui disais, sélectionne une prise par plan, pour pas qu'on regarde 20 fois, enfin, il n'y en avait pas 20 fois, 3 fois, mais qu'il y ait un plaisir. C'est toi qui choisis. Tu choisis la prise, et on louait où on allait le matin dans un cinéma. Là, c'était à la Flèche, tu vois, dans la Sarthe. Et on fait une projection, au moins une par semaine, où toute l'équipe regarde les rushs ensemble. Et là, C'est cool. c'était ça, tu vois, t'es ensemble, quoi. J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup... Ben oui, j'aime beaucoup la nourriture, c'est très important sur les films. C'est pour ça que j'aime beaucoup aimer la régie. C'est très, très, très important. C'est là que ça se passe. C'est là qu'il y a les idées, que tout le monde dit, tiens, paf, là, qui vient de dire, là, tu veux... je sais pas, tu vois, l'ingénieur, ils sont ça. Peut-être on va peut-être enregistrer en voix off aussi, on sait jamais. Ouais, ah ouais. Okay. Donc il va voir la première assistante, il faudra prévoir un petit moment, parce que je vais faire ça, je vais lui demander de le faire dans la voiture en voix off, en plus ça peut te servir pour... Tu vois, chacun amène... Si après ça... Bon, enfin, après, il y a d'autres gens qui aiment être dans leur tour d'ivoire et posséder les autres, et... ça, c'est chacun son trip, hein, mais bon. Il n'y a pas besoin de passer par la violence, c'est pas vrai. Non, mais c'est pour ça que c'est très important ce qui se dit en ce moment. Ça ne casse pas, il n'y a pas de censure artistique parce qu'on n'aurait pas le droit d'humilier les gens. Enfin, c'est quoi ce truc?
On peut faire quelque chose d'extrême si on le fait ensemble. C'est même plus fort. Si on est... Et de complètement amoral, délirant, sale, dégueu, mais si on le fait ensemble, quoi. Encore, je voulais savoir, qu'est-ce que ça vous a fait de tourner dans un James Bond? Non, justement, parce que vous parlez de l'équipe, et là on a une grosse prod, il y a des gros moyens qui sont mis. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est anglais, hein, d'abord, il faut bien savoir, c'est pas américain. Oui. Donc, ça change tout. Ça change tout. C'est quand même un Ça se bon tourne à Pinewood. Dans les techniciens anglais, c'est pas la même chose. Moi, j'ai aimé travailler avec les cascadeurs. Ouais. Parce que la spécificité des James Bond, c'est que les cascades se font en vrai. Il n'y a pas de fond vert. Ah, ça, c'est bien. Donc, de passer 2-3 mois à travailler avec ces gens-là, qui sont juste des bouddhistes, hein, qui ont un rapport à la mort stupéfiant. Sur Quantum of Solace, il y a eu un mort. Un cascadeur, ben oui. Dans les voitures, au début, il y en a un qui était dans le coma pendant qu'on tournait, et puis qui a fini par mourir. Voilà, ils vivent ça. Donc, ça, voilà, moi, c'est ça que je retiens. Après, c'était un moment où les scénaristes étaient en grève, le scénario n'était pas fini, ça se voit, ça se sent. Donc, tu vois, j'ai même pas de dialogue pour ma scène de mort qui est nulle. Putain, les scènes de mort des méchants, en général, c'est dément, il n'y a même pas de dialogue. Vous êtes dans un désert, c'est ça? Ouais, il n'y a rien. Ouais. Et parce que c'était pas écrit, c'était la grève. Donc il y avait juste un jeune mec planqué dans une chambre, pas crédité au générique, évidemment, parce qu'il n'a pas le droit de travailler. Non, en fait, avec Daniel Craig, je te jure, on a l'impression de faire un court-métrage, quoi. Alors pour le lendemain, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je sais pas, on pourrait faire ça. Voilà. Et un réalisateur le plus mou. C'est con, hein? Oui. Mais j'ai adoré. J'ai adoré. Les cascades m'ont appris plein de choses. Parce que la danse, la cascade, le corps, moi c'est la danse que la danse et la comédie, c'est les choses que j'admire le plus. Les gens qui savent faire marrer et la danse. Et donc, t'apprends quelque chose sur le corps. Ouais. Ça, j'y pense souvent. Voilà ce que ça m'a... Très bien. Et jouer avec, jouer pour Wes Anderson, c'était comment? C'était. Wes Anderson, c'est quelqu'un donc. Tout est fait en animatique avant, hein, sur l'iPad. Enfin, tout est dessiné. Il a fait lui-même les voix de tous les personnages. Paf. La déco, elle sait s'il faut peindre jusque là. C'est pas la peine de peindre jusque là parce que le cadre il va déjà aller jusque là, puisque c'est des, tu vois, tout est donc il y a un cadre formel et extrêmement Très précis. Ça se ressent dans ces films. Tout est très symétrique. Voilà. Il y a une sorte de... Il y a ce délire-là, c'est un autiste, hein, c'est un malade mental, hein, voilà, c'est tout. Mais là-dedans, alors lui, il tourne en 35 mm, vous imaginez, une pellicule. Hein. Et alors lui, c'est pas à la prise, c'est au magasin. Il te vide le magasin, en entier, sans couper entre les prises. Parce que ce qu'il adore, après, ici, on je m'ennuie au montage, c'est de voir l'acteur qui... Donc, tu vois, disons que la scène est finie, les trucs comme ça, et tout. Donc après, ok, on en fait une autre. Ok, donc c'est toi-même, tu remets les accessoires au début de la prise, ok, t'en refais une autre. Et il te parle en même temps. Ok, encore une, voilà. Et donc, t'arrives, et donc il crée la sauvagerie, comme ça, à l'intérieur d'un dispositif extrêmement au cordeau. Et la sauvagerie, il la met dedans. Okay. Et après, ce qu'il fait, il te demande de jouer les trucs complètement différemment. Alors que toi, tu penses, tu entends juste la pellicule. Putain, mais attends, mais parle plus vite. Et dire, là, on pourrait la faire beaucoup plus lentement. Ok. Il la fait plus lentement. Et après, au montage, il utilise toutes ces couleurs de jeu différents
puisque c'est souvent chant contre chant, chant contre chant, tu sais. Et donc tu peux prendre une prise lente, puis après, quand tu reviens, tu vois, ça crée des contrastes de jeu. Voilà. Après, lui, comment dire, il a un mécène. Un mécène. C'est génial. Et économiquement, ce qu'il fait, c'est que donc tous les acteurs sont payés tous au minimum syndical le plus bas possible à la semaine. Donc que tu tournes 1 jour ou 5 jours, tu es payé $2500 la semaine. Tout le monde. Ce qui lui permet, du coup, voilà. Donc, en général, quand tu arrives sur un film de Wes Anderson, tu sais quand tu arrives, tu sais pas quand tu repars. Et là, j'y retourne le 19. Je lui ai dit le 25, je peux plus. Hein. Moi, le 25, je pars filmer John Zorn à Turin. Il montre les John Zorn à Turin, puis après à Ljubljana, puis après à Vienne. Et là, je continue mon Zorn 4 tout seul avec ma caméra. Donc voilà, j'ai dit du 19 au 25 à Berlin, en studio, on tourne un truc. C'est court, non? Hein? C'est court comme, Ben, chaque personnage, tu sais, souvent, il aime bien les troupes, donc souvent c'est des petits personnages comme ça. Plein de petits personnages. Donc je fais voilà, il est très fidèle. Et puis comme ça fait très longtemps que j'ai pas joué, j'ai peur un petit peu. Donc je me suis dit, je peux le faire. Et puis c'est en anglais. Donc c'est dur, parce qu'avec Wes, il faut une grande dextérité de prononciation. You have to speak really fast, faster. Donc ça m'oblige à faire un travail de technique. La barrière de la langue, elle se ressent dans les films internationaux? Wes, il faut parler très vite. Il aime bien. In English, ouais, c'est pas ta langue. Donc ça va me faire travailler mon anglais. Enfin, voilà. Puis tu as toujours des costumes rigolos. C'est excentrique. Il y a un côté excentrique dans le cinéma. Ça c'est sûr, hein, complètement. Vous avez d'autres questions? Ah non, un autre. Esther. Je voulais savoir votre expérience par rapport au doublage, parce que j'ai vu que vous avez par exemple fait du doublage dans Mars Express. Et j'aimerais savoir la différence entre acteur jouer devant une caméra et être derrière, faire la voix. Dans le cinéma d'animation, très souvent, pratiquement souvent, il faut commencer par la voix. Tu enregistres les voix et ensuite tu fais les dessins pour que le dessin colle. Donc on l'a fait avec Léa et tout ça, on l'a fait il y a 4 ans et demi, 5 ans, la voix. C'est tellement long pour faire un film d'animation. Et même, voilà. Après, il peut y avoir, par contre, en doublage français, pour un film de Wes Anderson, là, Mr. Fox, où c'est Meryl Streep et George Clooney dans la version originale, et puis c'est Isabelle Huppert et moi pour la version française. Bon, ben là, évidemment, tu doubles après. Non, ce que j'aime beaucoup faire, parce que j'apprends plein de trucs, c'est les documentaires, les voix de documentaires. J'apprends. Mais, je sais pas, là j'ai fait... Il y a un réalisateur que j'aime beaucoup qui s'appelle Yves Joland. Je ne sais pas si vous avez vu Le Président sur Fresh, où il a fait des films vraiment... Il y a une histoire de l'homosexualité en France qui est vraiment très fort, plein de films. Là, il vient de faire un film, il me l'a montré, il est en montage, là, il a filmé Alain Cavalier pendant 5 jours, sur 6 ans. C'est bouleversant. Et lui, à chaque fois, il me demande de faire les voix, donc j'apprends plein de trucs. Sur les cabarets rive gauche, sur tout. Là, j'ai fait une voix d'un film réalisé par 2 femmes sur une histoire incroyable d'une Française qui a marié et qui avait épousé par amour un prince afghan il y a très longtemps, avant que le régime autoritaire arrive.
Et elle se retrouve enfermée là-bas, et c'est là. Et elle crée les salons de beauté pour femmes. Et c'est incroyable. Et voilà, t'apprends, quoi. Donc, j'aime bien. Les voix, j'ai remarqué que les voix, il faut... c'est très très bizarre. Il faut être très... Non, il n'y a pas de règle, mais en général, il ne faut pas trop jouer les trucs. Sinon, tu prends trop de place. Il faut laisser... il faut que ce soit un peu neutre. Enfin, j'ai pu remarquer. Là, je dois, par exemple, j'ai très peur aussi. Desplechin, il vient de faire un autre film qui est une sorte de... qui va s'appeler Spectateur au pluriel, qui est sur son trajet comme ça d'amour de cinéma, comme spectateur. Et c'est sa voix à lui qui raconte des choses. Et il a besoin d'une version anglaise pour des financements. So somebody has to do it in English. Arnaud speaks perfectly English. Mais il ne se sent pas. Et donc, c'est moi qui dois faire la voix. Là, on va enregistrer le 9 avril. Pour un jour entier. Toute la prononciation de tous les... Voilà. Donc, je vais beaucoup préparer ça. Ouais. Pour enregistrer, pour être la voix d'Arnaud. J'ai eu vraiment là un moment de blocage, de dégoût du cinéma. Je réfléchis vraiment, ces histoires de production me rendent dingue, quoi. Mais j'ai la chance de travailler souvent avec deux productrices qui s'appellent Yael Fogiel et Laetitia Gonzalez. C'est les films du Poisson. Et c'est elle qui me dit, allez, on a envie de faire un film, allez. Donc c'est presque, ça me touche, donc là je suis parti, il y avait 1 an et demi, comme ça, 1 an à peu près, un texte de Vinciane Després, qui est une philosophe des sciences, une éthologue, une Belge, parce qu'elle a beaucoup d'humour, regardez, qui a écrit un truc qui s'appelle Autobiographie d'un poulpe, et c'est ou autre récit d'anticipation. Donc c'est comme elle, si elle, voilà, c'est une sorte de science. Elle appelle ça de la science-friction, voilà. Et voilà, je repartis un peu là-dessus. Et puis sinon, j'ai un délire depuis 9 ans, un peu comme qui est un truc absolument illisible. Un type qui s'appelle Robert Musil, qui est né en 1880, qui est mort en 1942. C'était un écrivain viennois, autrichien. Et il a écrit un livre pendant 27 ans, qui s'appelle L'homme sans qualité, qu'il n'a même pas fini, qui, en traduction française, doit faire 2500, 3000 pages, mais en allemand, il y en a 10 000. Il n'a pratiquement jamais été édité, il n'y a eu qu'une partie. Donc, tu vois, et il ne se passe rien. A priori, il ne se passe rien, c'est que de la pensée. Donc, tu ne peux pas faire du cinéma avec ça. Et ben voilà sur quoi je travaille. Et j'ai envie de faire 2 saisons. Une saison de 12 heures, et puis une deuxième saison de 11 heures, parce que comme c'est inachevé, je me suis dit... j'ai trouvé l'idée super brillante qu'il n'y aura jamais de 12e épisode, puisqu'il n'a pas fini le livre. Et j'adore ça. Et hier, j'étais à Sciences Po, je les ai fait bosser là-dessus, un atelier. Et ils ont... ça a l'air illisible, mais en fait, c'est vachement bien. Voilà. Tu avais une question ? Vous dites que sur les tournages, vous avez beaucoup rigolé avec l'équipe technique ou les acteurs, mais vous n'êtes jamais frustré par manque de temps ou de budget Non, budget, non. Budget, non, parce que l'argent, c'est la mise en scène. Et comme j'ai la chance de travailler avec Laetitia et Yael, c'est un geste commun. Où tu mets l'argent, c'est un geste de mise en scène. C'est très simple. C'est, bon, soit on peut avoir une découverte
Et puis, par les fenêtres, on peut faire une projection comme si on était dans les Alpes, tu vois, ici. Soit tu as ça, soit tu as plein de figurants. Il faut que tu choisisses. Tu vois, voilà. Donc c'est un choix. Ben, je dis, prends 3 figurants et... Non, voilà, bon, c'est... Mais quand je dis rigoler, c'est-à-dire... Non, il y a un truc qui peut arriver assez vite, c'est l'esprit de sérieux. C'est le mot auteur. C'est atroce. Enfin, ce truc de penser qu'on est un auteur, c'est mort. C'est fini, il n'y a plus personne. Tout le monde va se faire chier. C'est pas des mots qu'on emploie. Art, auteur, tous ces trucs-là. Donc, il faut travailler. Et puis, transformer cette chose très, très intime qui fait qu'on fait quelque chose. Je sais pas, quelque chose qui te... Voilà. Et tu le transformes en geste, en lumière, en son. Et ça, tu peux le faire en t'amusant. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas beaucoup... qu'on ne travaille pas sérieusement. Mais c'est le... J'aime bien essayer d'être spectateur. Voilà. Et là, c'est pour ça que j'aime bien aussi tourner en plusieurs parties. Le Serre-moi fort, on l'a fait en 3 parties de tournage. Comme ça, tu montes, entres. Et c'est plus toi qui as fait le film. Juste, tu regardes, ah, j'ai ressenti ça. Ou, à ce moment-là, je me suis ennuyé. À ce moment-là, en fait, j'avais envie de ça. Et puis, comme tu sais que tu t'es gardé une autre semaine de tournage après, et ben, tu peux la réécrire et puis aller plutôt vers là. Et Ouais. j'ai une question. Vous préférez le cinéma d'avant ou le cinéma actuel? Est-ce que vous pensez que le cinéma de demain sera meilleur qu'aujourd'hui? Ouais, il sera meilleur. Ah ouais, ça, alors ça aussi, c'était mieux avant. Ah, c'est le début de la fin. On est bien. Non. C'est pour ça que j'aime beaucoup quelqu'un. J'ai beaucoup aimé quelqu'un comme Jean-Luc Godard, qui toute sa vie a été un contemporain, en fait. Et c'est pour ça qu'aussi, il faut qu'il y ait un jeu amoureux avec la technique, avec les outils. C'est pas la pureté de la pellicule contre... non, il y a des trucs à inventer. L'intelligence artificielle, ça fait peur, hein? Ben, peut-être pas. J'en sais rien. Moi, ça m'intéresse. J'ai regardé le truc, là, le clip qu'a fait... ouais. Enfin, qu'ils n'ont pas fait, justement. Ils ont juste donné des mots. Et c'est assez rassurant. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'imagination, finalement. C'est très illustratif. À chaque fois qu'il y a écrit requin, bah, tu vois un requin. Donc, ben, le cinéma, c'est comment faire une métaphore du requin sans montrer un requin. L'intelligence artificielle, c'est pas encore. Donc, mais c'est intéressant. Donc, ouais, et j'essaye de faire des fois des courts-métrages avec des jeunes. Là, justement, là, j'essaye de... Bah ouais, ça me touche beaucoup quand des jeunes me demandent de jouer dans leur film. Après, voilà, c'est pas mal de vieillir. Bonne nouvelle, je vous le dis. Parce que tu es moins scolaire. Non, mais c'est con, mais tu deviens complètement n'importe quoi. Tout ce que vous n'avez pas le droit de faire, parce que vous ne savez pas si vous avez le droit de le faire, mais c'est des trucs qui disparaissent après. Je libère. Ah, mais à mort. Mais vraiment, ça, c'est assez chouette. Ouais. J'ai hâte. Non. Enfin, du coup, c'est comme un retour à l'enfance, à votre âge, quoi. C'est marrant. Comment conclure? En disant merci beaucoup. Ben non, Merci beaucoup d'être venu pour cette interview. Ben non, merci.